retour sur le plateau de la MTV pour cette deuxième partie de l'émission. Il y a un point commun entre nos 4 invités présents en plateau. On va parler de 3 lieux historiquement importants du Mans et de la Sarthe, ou plutôt de la Sarthe, avec le site de l'ancien couvent de la Visitation avec vous, Franck Millot. Vous êtes le directeur du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans et on veut vous proposer de nouvelles visites guidées et inconnues. L'hôtel Le Prince est celui de l'ancienne prison de femmes. Ça a commencé le 11 février et ça va durer jusqu'au 26 février prochain. Bonsoir. Bonsoir. On ira ensuite faire un petit détour vers un autre haut lieu de la Sarthe, le château du domaine de Pêcheret, et plus exactement le zoo, auquel on va s'intéresser avec vous, Armelle Lagarde. Vous êtes la responsable du parc animalier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et Lucie Chollet, vous êtes la chargée de communication. Bonsoir aussi. Bonsoir. Et on parlera de cette ouverture de saison du parc depuis le début du mois de février. Mais on va commencer avec le Prytanée de la Flèche. C'est vous, Bertrand Coudreau, avec ce livre que j'ai en main, Les grands destins du Prytanée, un bouquin dans lequel vous brossez les portraits de personnalités qui ont fait leur éducation, une partie de leur éducation au Prytanée et qui ont eu un destin important, une véritable pépite d'information. Qui sait que René Descartes, Jean-Claude Brialy, l'abbé Prévost ou encore le général Massu est passé au Prytanée? On le découvre pour la plupart dans ce livre. Vous parlez en introduction d'une influence insoupçonnée de la Sarthe et plus exactement de la Flèche et de ce Prytanée, c'est vrai? Ah oui, ça c'est assez peu connu, c'est Henri IV. Vous faites allusion à lui, je suppose. Oui, bien sûr. C'est un personnage qui est très sartois. Ça étonne toujours quand on dit ça, mais parce que tout le monde pense qu'il est du sud-ouest. Mais en fait, sa famille était très présente ici. Les Bourbons étaient très présents ici, et le château de la Flèche lui appartenait. Il était seigneur de la Flèche. Et donc, ce château, il l'a offert aux jésuites au moment de la réconciliation avec les jésuites. Il l'a offert aux jésuites pour y créer un collège de jésuites. Et immédiatement, les premiers élèves ont été prestigieux, puisque René Descartes est un des premiers élèves de la première année scolaire dans cette école. Donc, c'est quand même pas rien. C'est vrai, on peut dire qu'Henri IV, à vous le dire dans l'introduction, que Henri IV, on va le dire à nos téléspectateurs sartois, on peut le dire ce soir, il est clairement sartois, Henri IV. Ah bah pour moi il l'est, oui. De la conception. D'abord, voilà, il y a la conception. Et apparemment c'est passé en Sarthe. Qu'il aurait été conçu derrière un fourré dans le parc du château. On va laisser les détails. On va pas rentrer dans les détails, si j'ose dire. Mais effectivement, ça va plus loin que ça, parce que je vous l'ai dit déjà, il était seigneur de la Flèche, et il est le fondateur de ce collège, et il vient ici très souvent, très régulièrement, parfois pour s'y battre, parce qu'au début, quand il devient roi, il faut qu'il monte sur le trône un peu par la force. Il est un peu obligé de parcourir toute la France pour convaincre les Français qu'il est bien le roi. Et donc ici, notamment au Mans, il y aura une bataille assez sévère, et puis il y en aura une aussi à la Ferté-Bernard. D'ailleurs, ça va être son le dernier fief qui va sauter, si j'ose dire, en France. Il est sartois aussi parce que son cœur, aujourd'hui, Henri IV, il est au sein du Prytanée avec Marie de Médicis. J'ai oublié l'essentiel. Non, pas l'essentiel, mais ça fait partie de cette histoire sartoise d'Henri IV. Il habite la Sarthe d'une certaine façon, puisque effectivement son cœur il l'avait demandé, il l'avait écrit qu'il souhaitait que son cœur soit ramené à la chapelle de cette école. Et Marie de Médicis, le cœur de Marie de Médicis a suivi ensuite. Voilà, c'est une belle histoire. Hein. Une belle histoire, et surtout, voilà, on est un peu plus fiers d'être sartois encore ce soir. On peut voir l'urne au Prytanée. Au-dessus voilà. Elle a été montrée à l'image, du coup, les gens ont pu la voir. Donc ensuite, après cette école de jésuites créée par Henri IV, c'est devenu une école militaire prestigieuse, créée sous l'empire de Napoléon Ier. Une école prestigieuse et aussi intransigeante. Ah oui. Déjà pour y rentrer, c'est pas simple. Il vaut mieux à une époque, c'est nettement moins vrai aujourd'hui, mais à une époque, il était préférable d'être enfant de militaire. Jean-Claude Brialy, par exemple, qui était un comédien connu, en fait, était fils de colonel. Donc, s'il est rentré là, c'est parce que son père en avait la possibilité de le faire venir ici, évidemment. Mais ensuite, ça a évolué énormément. Et puis, c'était très masculin.
féminin. Ça s'est féminisé dans les années 80, avec quelques difficultés au début, parce qu'il y avait un certain machisme quand même qui régnait. Et puis on a eu des personnages là aussi féminins qui se sont fait remarquer. La première femme pilote de chasse notamment, qui malheureusement est morte très jeune à 34 ans, a été au Prytanée. Donc c'est un passage obligé pour des carrières, et puis surtout passage obligé pour des grandes écoles comme Polytechnique ou comme Saint-Cyr par exemple. Alors ce qui est assez étonnant dans le bouquin, c'est que vous donnez ces personnages par thème, les philosophes, les poètes, les maréchaux, les musiciens, ceux qui ont travaillé dans l'agriculture ou encore la presse. À la base, c'est comme une préparation pour une carrière militaire. On s'en aperçoit que beaucoup s'en sont détournés. Exactement. Bon, la majorité, quand même, reste assez militaire. Sous Napoléon, évidemment, il y a plein de maréchaux et de généraux qui sortaient de là. Mais effectivement, on a des écrivains. Vous avez cité l'abbé Prévost, avec le célèbre roman Manon Lescaut. Mais on a aussi eu des musiciens. On a eu des pilotes d'avion, je l'ai dit tout à l'heure. Des philosophes. Et aussi des personnalités sartoises qui ont fait de grandes découvertes. Joseph Sauveur, qui a travaillé sur l'acoustique musicale, qui a créé l'acoustique musicale. Ah oui, c'est très intéressant parce que l'Université du Maine est connue pour avoir une recherche dans l'acoustique qui est connue de manière internationale. Et il se trouve que c'est un Sartois né dans la Sarthe qui a fait ses études au Prytanée, qui effectivement a inventé l'acoustique musicale. Et quand on sait que Mersenne, avant lui, qui est un Sartois aussi de Oisé, a fait ses études là et que lui a mesuré le son, on a fait le tour de l'acoustique là. La Sarthe aussi a de belles traces là. Est-ce qu'il y a un point commun ou un trait de caractère en commun de toutes ces personnalités qui sont passées par le Prytanée ou l'école des Jésuites préalablement? Je pense que on constate que ce sont pour moi, ce sont des intellectuels la plupart du temps, quoi qu'ils choisissent comme voie. Les militaires sont pas des militaires de petite taille. On a le général Massu, par exemple, qui était un compagnon de De Gaulle. C'était un personnage incroyable. Ce sont soit des intellectuels au sens propre du terme, soit des gens qui sont des personnalités très fortes, quoi. Bertrand Coudreau, est-ce que vous connaissez l'ancien couvent de la Visitation? Vous qui avez été journaliste au Maine Libre, j'imagine que vous avez dû déjà faire j'ai vu, oui, déjà. Connaissez-vous l'hôtel Le Prince et avez-vous visité l'ancienne prison de femmes? Alors non, moi je n'ai pas visité l'ancienne prison de femmes, mais j'ai visité au moment des travaux, là, au début des travaux, là. On va vous inviter avec Franck Millot à participer à ces visites qui ont lieu en ce moment du 11 au 26 février. C'est déjà bien rempli, c'est ça, au niveau des dates? Alors, nous sommes en train de rajouter une vingtaine de dates supplémentaires, puisque toutes les dates proposées dans les documents qui étaient disponibles à notre accueil sont complètes. On rappelle, information, réservation, c'est à la maison du Pilier Rouge. À la maison du Pilier Rouge, et puis on a toujours une exigence particulière, c'est que les gens doivent être bien chaussés en particulier, puisqu'on est quand même dans des lieux qui sont désaffectés depuis 10 à 15 ans. Donc il y a de la poussière, il y a des choses comme ça, donc il faut être vigilant. De bonnes chaussures. De bonnes chaussures. Alors, ce qui est exceptionnel dans ce que vous nous proposez, c'est que on vous proposez de visiter des lieux dont on passe régulièrement devant, quand on est manceau surtout, et qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas cet hôtel Le Prince, qui est quand même un hôtel particulier, le plus important des hôtels particuliers construit au XVIIIe siècle. Voilà, exactement. C'est un hôtel qui est enclavé finalement au cœur d'un îlot urbain, et depuis le milieu du XIXe, des constructions ont été bâties au-devant de cet hôtel, si bien qu'il a complètement disparu de la vue des Manceaux. Et je dirais que c'est simplement depuis une dizaine d'années, à cause d'un incendie, une boîte de nuit qui avait brûlé la rue du Port. Et donc là, on entreapercevait les toitures de l'hôtel Le Prince, mais sinon, il est absolument méconnu de tous. Donc ça se situe, pour les téléspectateurs, au niveau de la place de la République, là où il y a le bâtiment du Crédit Lyonnais. Voilà, exactement. Il est derrière ce bâtiment, à peu près une soixantaine de mètres en retrait. Et puis il y a l'ancienne prison de femmes qui a été une prison de femmes aux première moitié du 19e siècle. Voilà, c'est un bâtiment qui est classé monument historique, qui a été construit au début du 19e, qu'on a pu visiter jusqu'à hier soir, qu'on évoque aujourd'hui depuis l'hôtel Le Prince, puisque nous sommes dans le cadre d'un grand chantier d'aménagement. Il se trouve que par rapport aux accords que nous avions obtenus, il y a un chantier qui est anticipé, et donc pour des raisons de sécurité, on a stoppé hier soir
la visite de la prison des femmes. D'accord. On l'évoque parce qu'on la domine depuis l'hôtel Le Prince, mais on ne désespère pas de pouvoir représenter dans les prochaines semaines, les prochains mois, cette ancienne prison des femmes. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'hôtel Le Prince, et en même temps, on continue quand même la découverte du couvent de la Visitation, puisque l'église de la Visitation, l'ancienne église conventuelle, est ouverte pleinement aux visites. On substitue à la prison des femmes l'église de la Visitation avec l'accord du Père Le Sourd. Donc on reste vraiment dans ce cadre, dans cette parcelle très, très dense au niveau patrimonial pendant toutes ces visites. Il y a eu un gros travail évidemment de recherche, de préparation. Il y a des guides agréés par le ministère de la Culture qui font les visites aussi. Voilà, exactement. Tout se fait dans le cadre, effectivement, du service tourisme et patrimoine qui porte le label Ville d'art et d'histoire. Et donc, l'ensemble des guides conférenciers sont agréés par le ministère. Et il y a eu un travail de fond, effectivement, pour resituer l'histoire de cet hôtel dans l'histoire du Mans, puisque c'est un moment très précis de notre histoire. Économiquement, la ville du Mans, au XVIIe et au XVIIIe siècle, connaît un développement économique extrêmement fort, en particulier grâce au maître Sirier. Et c'est l'un de ces maîtres Sirier qui va construire ce très très grand hôtel. Alors là aussi, c'est comme le Prytanée de la Flèche, on ignorait tout ça. Là, on replonge les gens dans cette grandeur, cet âge d'or du commerce, qui était, pour la plupart des gens, je pense, pas connu du coup du grand public. Non, parce que c'est vraiment une activité qui a disparu avec la Révolution française. Les marchés se sont fermés et globalement la production de cire, c'était pas simplement des bougies qu'on produisait au Mans, c'était des décors de table pour les différentes cours royales. Il y avait vraiment une production artistique extrêmement développée à partir de la cire, et tout ça effectivement c'est une matière périssable, et on conserve, à ma connaissance, on ne conserve pas de ces décors de table produits au Mans qui pourtant ont connu un vrai succès dans les différentes cours européennes. L'hôtel Le Prince aujourd'hui garde un aspect intact. Qu'est-ce qu'on va y voir de cet hôtel Le Prince? On va découvrir l'architecture de l'hôtel Le Prince et tous les éléments conservés, boiseries, cheminées, médaillons, escaliers. Une petite chapelle aussi néo-gothique qui est postérieure, donc qui date du 19e siècle, puis cet hôtel a continué à vivre en tant qu'hôtel particulier jusqu'à la moitié du 19e siècle, avant d'être transformé en bureau pour des banques successives. Et donc ce qui explique aussi qu'il était complètement inaccessible au public jusqu'à nos jours. On invite en tout cas les gens à aller voir ces visites guidées proposées par la Ville du Mans. Alors ça s'inscrit vraiment dans une volonté de la Ville du Mans de faire redécouvrir, c'est pas les premières visites, vous avez commencé avant l'été 2016 si je me trompe pas, avec déjà des premières visites. Exactement, on a déjà accueilli plus de 2500 personnes dans le cadre de 2 séries de visites, puisque progressivement on peut accéder à toutes les parties de l'ancien couvent et des bâtiments attenant au couvent, et ça c'est avant tout grâce aux deux promoteurs qui sont Christophe Billot et Franck Arthuis, avec qui vraiment le contact est très très bien passé et nous permettent, ce qui est vraiment tout à fait exceptionnel, de pouvoir travailler comme ça en symbiose avec des promoteurs privés, parce que des visites guidées, ça peut avoir un impact. Évidemment. C'est pour ça que par rapport à la prison des femmes, ce rapport de confiance fait qu'on s'adapte, ce qui permettra aussi de nouvelles visites dans l'avenir. Et vous avez réussi évidemment à les convaincre, ces promoteurs immobiliers. Oui, ils sont vraiment très très bien. J'ai une petite question pour vous, Franck Millot, mais aussi pour vous, Bertrand Coudreau. Est-ce que vous connaissez les chevaux de Przewalski? Absolument pas. Absolument pas. Et bien, on va les découvrir avec vous, Armelle Lagarde. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes la responsable du parc animalier et capacitaire, c'est ce que m'a dit Lucie. Capacitaire, du coup, ça veut dire que vous avez grâce à vous, vous pouvez accueillir des animaux au sein du zoo. On a l'autorisation de détenir des animaux sauvages en captivité, qui sont présentés en particulier à Pêcheret. Voilà. Et Lucie Michel, donc vous êtes la chargée de communication du parc. J'ai vu un très bel article il y a une dizaine de jours dans le Maine Libre de Nicolas Fernand, présentant le parc et l'arrivée de ces chevaux préhistoriques de Przewalski. Ma première question, c'était de me dire, il n'est pas trop tôt d'ouvrir le parc au mois de février pour les visiteurs, mais aussi pour voir les animaux? Oui, vas-y. Non, en fait, on a beaucoup de grands-parents de la Sarthe qui viennent avec les petits-enfants parisiens. Donc là, c'était la première semaine, c'était pour eux, et là, c'est pour les Sartois. Donc généralement, si le temps est avec nous, il y a toujours. On peut voir les animaux, ils sont là, ils sont pas cachés dans leurs enclos. On peut les voir. Après, il y en a certains qui hibernent de toute façon, mais mais la plupart, voilà, c'est.
Alors la spécificité du parc du zoo, c'est que il s'est construit dans le cadre d'un ESAT, qui est un établissement de service d'aide à la personne, c'est-à-dire que 70 personnes en situation de handicap travaillent au sein du parc et pour certains font leur carrière professionnelle. Voilà, sur l'établissement. Les 72 personnes en situation de handicap, ça concerne le zoo, l'espace vert, agricole et restaurant. Voilà. Et ça, c'est vraiment la spécificité du zoo aujourd'hui ? Oui, on est le seul parc en France à être vraiment un zoo, parce que dans les autres régions, ça peut être des mini-fermes où il y a très peu d'espèces. Donc c'est vraiment une particularité au niveau national, quelque part. Voilà. L'autre spécificité, c'est que le parc propose de grands enclos où on peut avoir accès, j'ai envie de dire, aux animaux. On peut les voir, on peut les toucher, on les voir de tout près en tout cas. Pas pour toutes les espèces, mais on a une mini-ferme, voilà, où là les gens peuvent être en contact. Après, voilà, après il y a des enclos où on demande un respect quand même des animaux. Donc, et en général, les gens respectent bien. On donne accès aux enclos, mais il faut qu'il y ait un contrepartie. Et les gens respectent. Voilà. C'est l'essentiel. Une centaine d'espèces, 450 animaux dans le parc. Oui. Des ouistiti, des loups gris, des loups blancs, des kangourous, des daims. Faune européenne. Faune européenne. Voilà. Et l'arrivée de ces fameux chevaux Przewalski. Voilà. Des chevaux préhistoriques. Donc c'est des chevaux qui sont représentés dans les grottes de Lascaux, donc il y a 17 000 ans. C'est un explorateur russe qui a découvert cette espèce à la fin du 19e. Et suite à cette découverte, elle a failli disparaître en 50 ans liée à la chasse, etc. Et c'est grâce au parc zoologique qu'on a pu permettre à certains individus à être réintroduits dans le milieu naturel en Mongolie. Ça, c'est une association qui a mis en place ce programme. Et les zoos continuent, justement, c'est une espèce menacée, donc continue. Toujours menacée aujourd'hui ? Ah oui. D'accord, parce que j'avais lu peut-être en voie de disparition dans les années 60, et du coup encore aujourd'hui. Non, encore aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir ces 6 chevaux au sein du parc. C'est une fierté pour vous d'avoir ce type de chevaux ? Oui, tout à fait. Oui. Et puis ça permet de voir l'animal en chair et en os, et qui n'a pas été apprivoisé par l'homme, et ni modifié génétiquement. On invite évidemment les gens à aller voir ces chevaux de Przewalski qui sont la nouveauté cette année. Voilà, c'est ça. Et qui s'inscrivent, Lucie Michel, dans une démarche de développement aussi du parc, au-delà de l'entretien du zoo de 90 hectares. Il y a aussi une dimension pédagogique que vous développez énormément pour les groupes scolaires qui viennent très nombreux au mois de mai et juin, et pour les familles. Voilà, ça, en fait, c'est un peu notre priorité aussi. Armel a repris le poste récemment, et c'est quelque chose auquel on attache vraiment d'importance. Pouvoir accueillir les groupes scolaires et développer les supports pédagogiques, les visiteurs qui viennent. Et comme là, on fait pendant les vacances scolaires un jeu de piste qui permet de découvrir le parc autrement et d'apprendre des choses de façon très pédagogique, en fait. Notamment les chevaux de Przewalski. Voilà. Et l'objectif des parcs zoologiques, c'est quand même de transmettre. Évidemment. Et de sensibiliser les gens. Sensibiliser sur les espèces menacées ou pas. Mais on a un rôle à jouer là-dessus. Donc on vous souhaite quoi pour cette saison du soleil ? C'est essentiel aussi pour les parcs, pour faire venir les gens. Oui, beau temps. Donc on vous souhaite du soleil. Voilà. En tout cas, merci Armel Lagarde et Lucie Michel d'être venus nous parler de l'ouverture du zoo de Pécheret tous les mercredis, week-end et jours fériés jusqu'au 31 mars. Et puis du 1er avril au 31 août, c'est la haute saison. Donc là, ça sera évidemment tous les jours. Merci Franck Millot de nous avoir parlé de ces visites guidées de l'hôtel Le Prince et de l'ancienne prison des femmes organisée par la ville du Mans jusqu'au 26 février. Et merci Bertrand Coudreau de nous avoir présenté ce livre. C'est indispensable des bibliothèques sartoises, les grands destins du Prytanée. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'une avant-première d'un film d'un autre genre qui sort des codes du cinéma classique, et on parlera aussi de la première édition du festival La Courte Échelle. À tout de suite sur LMTV.